présenter. Homme. Monsieur le préfet, Monsieur le ministre plénipotentiaire, Monsieur le maire président de la métropole ancien ministre, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations. Cérémonie aujourd'hui à l'ossuaire franco-allemand. Le traité de Francfort, signé entre la France et l'Allemagne le 10 mai 1871, mettant fin à la guerre de 1870-1871, prévoyait la pérennisation des tombes des soldats morts au combat et la réciprocité de ce respect dû aux morts pour les anciens belligérants. L'ossuaire regroupe, en 2021 pour la première fois, un hommage officiel franco-allemand est rendu aux soldats des deux pays tombés au cours de la bataille de 1871. Représentant l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, je veux tout d'abord vous remercier, Monsieur le maire, de l'honneur qui m'est fait d'ouvrir cette cérémonie historique pour notre ville. Car nous vivons aujourd'hui un moment historique, la première commémoration franco-allemande pour l'un des conflits qui a jadis divisé nos deux pays et fracturé l'Europe, la première commémoration commune de la bataille de janvier 1871. Cette commémoration prend la suite du travail réalisé l'an passé pour commémorer la sortie de la Première Guerre mondiale. Un partenariat fructueux entre les deux villes jumelées du Mans et de Paderborn et leurs universités avait permis de regarder ensemble le passé, travaillant à une étude conjointe des sorties de guerre du Mans et de Paderborn de 1919 à 1930. Cette dimension franco-allemande, nous avons voulu qu'elle soit présente dans ces commémorations et ainsi l'exposition notamment sur les hommes et les femmes dans la bataille du Mans est aujourd'hui accessible dans les deux langues sur Internet, sur le site de l'Institut historique franco-allemand, notamment grâce au travail de traduction effectué par ma collègue Anne Bayot, professeure en études germaniques à l'Université du Mans. C'est par le croisement des regards que peut se construire un dialogue, un débat riche d'enseignements et que l'on peut construire une mémoire commune. Il ne s'agit pas d'effacer les violences vécues de part et d'autre, les hostilités passées, mais d'en comprendre l'origine, le fonctionnement, les représentations et de penser ensemble la construction d'un chemin commun et apaisé pour l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Revenons il y a 150 ans. Après la défaite de Sedan, le 2 septembre 1870, la République avait décidé de poursuivre le combat. Léon Gambetta, dirigeant à Tours une délégation du gouvernement de la Défense nationale, avait réussi à organiser 3 armées sur la Loire, au nord puis à l'est. 200 000 hommes réunis sur la Loire, vainqueurs à Coulmiers le 9 novembre, reprenant Orléans, puis perdant le contrôle de cette ville le 2 décembre. L'hiver implacable, à ce moment-là, approfondissait la souffrance des soldats des deux armées qui commençaient une retraite. L'armée française commence une retraite infernale dont les Allemands parlèrent avec admiration. Chanzy, alors général en chef de cette nouvelle formation, consolide son armée tout en attaquant à Marchenoir, puis Beaugency, infligeant des pertes à l'armée du prince Frédéric-Charles de Prusse, avant de se retirer en bon ordre sur le Loir, où il repousse encore à Vendôme les assauts des troupes du grand-duc de Mecklembourg-Schwerin. Du 15 au 19 décembre, l'armée française va en retraite vers Le Mans, où elle prend position. Les mouvements de troupes du mois de janvier 71, de grande ampleur, vont concerner l'ensemble du département, qui sera occupé, sauf la lisière sud-ouest, au-delà de la Flèche. Il y a 150 ans, le 11 janvier, la bataille du Mans était engagée. Une bataille d'une ampleur considérable pour l'époque, dont le champ d'affrontement dépasse le simple territoire du Mans. Le Mans était alors une petite ville, inscrite dans son arrière-pays agricole aux portes de la modernité grâce à sa gare, qui en fait déjà
depuis 1854 un nœud ferroviaire. Elle est donc un point stratégique, point de passage, ouvrant vers l'ouest, la Bretagne, point d'appui pour qui veut garder ouverte la route de Paris. Et pour l'état-major français du général Chanzy, garder la possibilité de relancer l'offensive vers la capitale assiégée depuis fin septembre 1870. Une ville de 45 000 habitants, mise en défense depuis l'automne par les autorités de façon rudimentaire. Le Mans n'est pas une place forte, une citadelle, et les efforts pour barrer les routes de tranchées, monter des talus de défense, sont bien inutiles face à la puissance de l'artillerie. Au 11 janvier, depuis 2 jours déjà, les premiers affrontements se succèdent à l'est de la ville sur la route de Paris et se rapprochent du Mans. Les Manceaux se barricadent chez eux, écoutent fébrilement et avec angoisse se rapprocher le grondement du canon, les décharges lointaines des fusils. Dans le récit publié par Chanzy l'année suivante, on peut lire « Le général en chef, sentant qu'il fallait stimuler le zèle et l'énergie de tous, parcourut le 11 au matin le front des troupes, depuis les Tuileries, par le Tertre Rouge et les hauteurs de Changé jusqu'à celle d'Ivry-l'Évêque. La neige, qui couvrait le sol sur une grande épaisseur, avait cessé de tomber. Le temps était froid, l'atmosphère complètement dégagée. On pouvait suivre au loin les divers mouvements qu'allait entraîner la bataille. Soldats et officiers, pressentant la gravité de la situation, mais convaincus de la nécessité de combattre, étaient pleins de confiance. Au total, ce sont 115 à 130 000 soldats français plus ou moins aguerris, souvent mal équipés et dispersés, qui affrontent à partir de ce moment 80 à 90 000 soldats de la 2e armée allemande. Les deux armées sont épuisées par la longueur de la campagne, la dureté des combats et les rigueurs de l'hiver. Les malades sont très nombreux de part et d'autre. La guerre a réveillé une variole endémique, le typhus éreinte de nombreux combattants, tandis que le gel, avec des températures qui vont baisser jusqu'à plus de moins 10 degrés, le jour de Noël notamment, et encore au mois de janvier, fatigue les organismes. Au moment des combats, ces hommes doivent affronter un froid jusqu'à moins 3 degrés. Denis Erard, Manceau, sergent dans le 33e régiment de mobile de la Sarthe, raconte dans ses mémoires l'extrême fatigue des combattants. Fatigue que les soldats allemands ressentent eux aussi de leur côté. Et je vais, de façon assez courte, laisser la parole à ces hommes. Denis Erard revient sur le Mans vers le 12 décembre. Il évoque justement le retour de ces hommes qu'il voit venir du moment de la retraite de l'armée de la Loire. Quantité de bougies allumées, placées à terre ou accrochées aux aspérités des pierres, jetaient une lueur suffisante pour permettre de se rendre compte de l'extrême fatigue et de l'épuisement de ces pauvres gens. Ils n'avaient plus assez de volonté pour chercher à se procurer ou se préparer des aliments et restaient étendus sur la paille, souillés de la boue des routes, sans mouvement, dans un pêle-mêle qui rendait la circulation presque impossible. Ces combattants, avec courage, affrontent les dures réalités de la vie militaire et du combat. C'est ce que montre bien ce témoignage d'un jeune homme d'une trentaine d'années, Karl Seitz, négociant de Thuringe et tenant à Paris des comptoirs depuis 1863. Karl Seitz s'enrôle volontairement dans le 2e régiment d'infanterie de Thuringe, numéro 32, dès le début de la guerre. Il publie en 1905 ses Kriegserinnerungen, souvenirs de guerre, dans lesquels il mentionne les rigueurs et les cruautés dont il fait l'expérience de Sedan au Mans en passant par Orléans. À propos de la nuit du 10 au 11 janvier 1871, passée dans la forêt, vraisemblablement entre Conneret et Le Mans, il raconte « Oft hätte ich als Knabe davon geträumt, wie herrlich es sein müsse im Kriege, wie romantisch. Jetzt stand ich dort im finsteren Wald, bei der Kälte, in den Schnee, auf Vorkästen, die Waffe in Arme, dicht am Feinde, nach ihm stehen. Hinter den nächsten Büschen müsste sein. Jeden Augenblick konnte das Gefecht beginnen. Alles, wie mein jugendlicher Traum es ausgemalt. Doch eigentümlich, ich sah mich wiederholt nach allen Seiten um. Der Wald mit der tiefen Schnee, die unheimliche Winternacht, die erstarrende Kälte waren da. Indes die Poesie, sie fehlte,
Dagegen hielt die Disziplin mit ihren eisernen Armen die kleine Schar auch in der 8. Winternacht streng bei ihren Pflicht. Lorsque j'étais enfant, j'ai souvent rêvé de la grandeur de la guerre, comme c'était romantique. Et je me retrouvais là-bas dans une forêt sombre, dans le froid, dans la neige, à l'avant-poste, l'arme à la main, au plus près de l'ennemi, en train de le guetter. Il devait être derrière les buissons, juste là. Le combat pouvait commencer à chaque instant. L'image même que dépeignait le rêve de ma jeunesse. Et pourtant, j'avais beau regarder autour de moi de tous côtés. La forêt et sa neige profonde, la nuit d'hiver menaçante, le froid engourdissant. Tout était là. Mais la poésie, elle manquait à l'appel, remplacée par la discipline. C'est elle qui, de son bras de fer, garantissait que la petite troupe restait fidèle à son devoir jusque dans la rigueur de la nuit d'hiver. La bataille du Mans est une étape de la guerre à outrance, annonçant les combats incessants des guerres du XXe siècle. 4 jours de combat, jusque dans la nuit, sans interruption. Ce n'est pas courant à l'époque. Denis Harrach raconte « Dans l'obscurité, la fusillade accompagnée de lueurs subites se continuait intense. On devait tirer sans se voir de part et d'autre, et les coups de fusil tirés sur la place à une distance si rapprochée étaient étourdissants. La nuit complète était venue, rendant notre situation des plus inquiétantes. L'incertitude où nous étions augmentait la terreur des habitants du bourg qui couraient, hagards, effarés, de l'un chez l'autre ou se terraient dans leur cave. Tout à coup, une détonation épouvantable se fit entendre dans la direction du cimetière. On eût dit un volcan qui s'entr'ouvrait. Puis un crépitement continu dura 2 ou 3 minutes. C'étaient les mobiles de la Sarthe qui, après avoir pris position derrière le talus du chemin qui longe le cimetière, ouvraient le feu contre les Allemands qui arrivaient en masse d'alignés en poussant des hurrahs. Lui-même prend part au feu et en décrit les effets. Et puis, un sentiment mêlé d'angoisse s'emparait de nous après l'exaltation du feu. Toujours immobiles derrière notre talus, nous étions retombés à plat et dans une espèce d'hébétement. Quelle terrible journée nous venons de vivre, écrit le major Hans von Kretschmann. Un froid épouvantable, des chemins couverts de verglas, une nourriture médiocre, un terrain où l'on ne peut utiliser ni cavalerie ni artillerie, et pendant 7 jours, sans discontinuer, des combats à outrance, comme le voulaient les Français. Lettre écrite le 13 janvier, juste après la bataille. Le 11 janvier au soir, la nuit tombée, une compagnie de soldats du Brandebourg s'empare d'une position clé au sud du Mans, qui ne sera pas reprise malgré 3 contre-offensives. Les combats se poursuivent dans la ville le lendemain, 12 janvier, couvrant la retraite de l'armée française ordonnée par Chanzy. L'armée de la Loire bat en retraite vers Laval pour être reformée. La stratégie de Léon Gambetta, visant à se rapprocher de Paris encerclé, est désormais mise en échec. La défaite de Saint-Quentin, le 19 janvier, a la même conséquence pour l'armée du Nord. Gambetta, Chanzy veulent poursuivre la guerre dans une guérilla à outrance, le temps de réorganiser les forces. À Paris, les membres du gouvernement, favorables à négocier un armistice, vont l'emporter, Jules Favre, d'autant que l'opinion publique n'aspire désormais plus qu'à la paix. L'armistice est signé le 28 janvier. En 1908, l'historien allemand Karl Bleibtreu écrit « Si vous considérez que les sections aussi importantes des 2 corps sont impliquées dans des escarmouches désavantageuses et exténuantes dans cette retraite acharnée et les provisions mal organisées, alors il faut attribuer à l'armée de la Loire un honneur éternel qu'elle, épuisée et moralement hésitante, a commencé le combat avec un courage inflexible. » Il cite le général Alvensleben, commandant le 3e corps d'armée, l'un des plus intrépides dans la bataille et le vainqueur de la bataille du Mont. Aber im Grunde hab ich da einfach bessere Truppen und viel mehr Glück als mein Gegner drüben, das ist der Weisheit letzter Schluss. Mais en gros, j'ai juste de meilleures troupes et beaucoup plus de chance que mon adversaire là-bas. C'est le dernier mot de la sagesse. Les témoignages des quelques combattants que j'ai cités nous sont parvenus parce que leurs auteurs ont survécu et ont pu livrer leurs souvenirs à la postérité.
Mais bien d'autres, au soir de la bataille, le 12 janvier, étaient restés couchés dessus le sol enneigé, la mine exsangue et le regard éteint. 5886 d'entre eux reposent dans le cimetière de 87 communes de la Sarthe, 4836 Français et 666 Allemands. Devant nous, dans la crypte de ce monument érigé en 1878, reposent ces hommes venus du Brandebourg, de Dordogne, du Hanovre, du Gers, de Westphalie, des Côtes du Nord, d'Oldenbourg, du Maine-et-Loire, du Schleswig-Holstein, de Gironde et d'ailleurs. 3492 soldats et 363 soldats allemands, français et allemands. Cet ossuaire franco-allemand illustre une étape de l'histoire des rites funéraires. En effet, comme il a été rappelé tout à l'heure, le traité de Francfort signé entre la France et l'Allemagne le 10 mai 1871, mettant fin à la guerre, prévoyait la pérennisation des tombes des soldats morts au combat et la réciprocité de ce respect dû aux morts pour les anciens belligérants. On passait ainsi dans l'histoire des rites funéraires militaires de la fosse commune et de l'oubli à des tombes pérennisées qui permettent aujourd'hui ces cérémonies. C'est parce que ce monument existe que les vétérans ont pu rendre hommage à leurs morts, comme le firent en 1910 des vétérans allemands de Francfort-sur-Oder. C'est parce qu'il existe que nous pouvons aujourd'hui ensemble sceller et renouveler pour l'avenir par une réflexion commune sur ce passé guerrier, la réconciliation franco-allemande. La parole est à M. Stéphane Le Foll, maire du Mans, président de Le Mans Métropole, ancien ministre. Monsieur le ministre plénipotentiaire, représentant l'ambassadeur d'Allemagne, je voudrais vous saluer et saluer votre présence. Je voudrais saluer bien sûr monsieur le préfet, madame Véronique Rivron, vice-présidente du conseil départemental, qui représente ici le président Le Mener, Stéphane Tison, qui j'y reviendrai, les membres des associations d'anciens combattants, de souvenirs français. Et puis, je voudrais adresser 4 remerciements particuliers. Le premier au collègue Cazot et à son piquet de gendarmerie, puisque la gendarmerie, à l'occasion de cette bataille du Mans et à Pontlieu, s'est engagée à l'époque à protéger la retraite de l'armée de la Loire qui avait quitté le Mans. Et ils ont là des titres à faire valoir dans cette bataille. Je suis très heureux que ce piquet ait pu être réalisé aujourd'hui au moment où nous fêtons et nous commémorons cette bataille. Remercie aussi monsieur le préfet, car si nous avons pu organiser ces commémorations pendant 3 jours maintenant, monsieur le préfet, c'est grâce à vous et grâce à la discussion, au dialogue qu'on a su nouer pour arriver à combiner l'enjeu de ces commémorations, très importantes, et en même temps assurer les conditions sanitaires dans lesquelles elles devaient se dérouler. Elles n'ont pas eu l'ampleur qu'on aurait pu souhaiter. Monsieur le préfet, monsieur le ministre, monsieur le conseiller historique, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'être ici avec vous aujourd'hui pour commémorer 150 ans après la bataille du Mans, tous les soldats blessés et tombés au front lors de la guerre franco-prussienne de 1870-71. Mais surtout pour célébrer la profonde amitié qui unit nos deux peuples. Afin de nous rappeler la valeur inestimable de cette amitié entre nos deux pays, retournons-nous sur notre passé commun. Un passé marqué au départ, et monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, par des guerres et des conflits, et dans lequel un lien d'amitié tel que celui qui nous unit aujourd'hui semblait encore lointain, même inimaginable. C'est ici, près du Mans, il y a seulement 150 ans, des milliers de jeunes hommes ont perdu la vie. Beaucoup d'entre eux étaient sans aucune expérience de la vie, envoyés au front par des aspirations nationalistes de leurs commandants. Comme tous les jeunes, ils avaient des rêves et des projets. Ils voyaient l'avenir devant eux,
qu'ils aient été français ou allemands n'avait pas d'importance. Ils étaient tous égaux devant la souffrance et la mort. Ils partageaient la même détresse, les mêmes inquiétudes, les mêmes pensées pour leurs proches. Pour eux et pour toutes les générations futures, il est important que nous nous en souvenions et nous nous retrouvions ici. Car c'est ici que la bataille du Mans fit rage entre le 9 et le 12 janvier 1871, privant des milliers de jeunes hommes de leur avenir, sans oublier les blessés et les prisonniers qui ont également dû endurer des souffrances inimaginables pour nous qui vivons en amis dans une Europe unie. Aujourd'hui, nous voudrions nous souvenir d'eux et avec eux de toutes les victimes de la guerre et du nationalisme. Car la guerre et le nationalisme sont indissociablement liés, comme l'a formulé pour l'éternité le président François Mitterrand dans son discours d'adieu devant le Parlement européen. Le nationalisme, c'est la guerre. À travers cette commémoration, efforçons-nous de supprimer le terreau de toutes les pensées nationalistes, bellicistes et destructrices, naissantes, et nous y opposer de manière unie et résolue. Mesdames et messieurs, 1871-2021, 150 ans, 75 ans, 3 guerres, 75 ans de paix. La plus longue période de paix entre nos deux pays de mémoire d'hommes. Quelles sont les origines de ce miracle? Quel changement de paradigme nous a permis de réussir la transition de la période des conflits à la paix? S'il y a un facteur décisif, c'est bien l'intégration européenne. Mettre en commun nos souverainetés nationales pour les exercer ensemble à des fins partagées. Voilà une méthode bien supérieure aux luttes fratricides. Pour en être arrivé là, nous devons beaucoup à des personnalités visionnaires telles que Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman et Charles de Gaulle. Même les circonstances actuelles de la pandémie nous ont une fois de plus fait prendre conscience de cette importance fondamentale de la coopération européenne et donc de l'Union européenne. Les problèmes au début de la crise actuelle nous ont fait comprendre viscéralement la valeur inestimable de frontières ouvertes à l'intérieur de l'Europe. Cette Union européenne garantit non seulement la paix en Europe, mais aussi la souveraineté de nos États européens dans le monde. Ce n'est qu'ensemble, à travers l'Union européenne, que la France, l'Allemagne et les autres États membres de l'Union européenne peuvent répondre aux nombreux défis du XXIe siècle et défendre avec succès les intérêts de leurs citoyens dans ce monde dominé par des puissances continentales. C'est ça la somme de notre histoire européenne. Seuls, nous sommes limités. Ensemble, nous, les 27 États-nations de l'Union européenne, nous sommes souverains. Mesdames et messieurs, depuis la pierre angulaire de l'amitié franco-allemande, le traité de l'Élysée de 1963, tous les chefs d'État français et allemands ont œuvré pour l'amitié franco-allemande. De nombreux et fructueux projets communs ont jalonné ce parcours. Permettez-moi d'en mentionner seulement quelques-uns. Non des moindres furent les nombreux jumelages de villes qui ont permis de vivre l'amitié franco-allemande au quotidien. Le partenariat entre Le Mans et Paderborn est ainsi l'un des plus anciens d'Europe. Mais ce sont surtout les jeunes qui sont au centre de nos efforts. Je pense ici aux nombreuses amitiés qui se sont créées entre de jeunes Français et Allemands dans le cadre des échanges scolaires et universitaires, par exemple. Dans ce domaine, l'Office franco-allemand de la jeunesse et l'Université franco-allemande, parmi bien d'autres organismes, fournissent un travail remarquable et permettent aux élèves et aux étudiants d'étudier dans les deux pays et même d'obtenir un diplôme universitaire binational. Là,
on est bien loin de la bataille, du champ de bataille du Mans. Pourquoi ce travail avec la jeunesse est-il si important? La montée du nationalisme, pour revenir au début de mon intervention, est basée sur de nombreux facteurs, mais l'un des principaux est toujours la peur de l'étranger, le rejet de l'autre. D'où l'importance des échanges pour éviter, dès l'origine, cette peur de l'autre et donc le nationalisme. C'est pour cela que nous devons mettre un accent particulier sur les échanges de la jeunesse et surtout là où les jeunes n'entrent pas naturellement en contact avec leurs voisins européens. Bien sûr, je mentionnerai également Arte en tant que moteur commun franco-allemand de la culture et d'une analyse commune des problèmes du monde, ainsi que les nombreuses coopérations du Goethe-Institut et de l'Institut français. Mesdames et messieurs, permettez-moi pour conclure de remercier les organisateurs de cette cérémonie empreinte d'une grande dignité, dont l'organisation constitue un véritable défi dans le contexte sanitaire que nous connaissons. Je tiens en particulier à remercier Monsieur le maire du Mans, Stéphane Le Foll, pour son engagement personnel et le travail de commémoration exemplaire qui est réalisé dans cette région. Les cérémonies, comme celle d'aujourd'hui, illustrent d'une belle manière notre profonde amitié franco-allemande et je suis tout particulièrement touché par le fait que c'est une première cérémonie franco-allemande qui se tient ici et j'en remercie très chaleureusement et très vivement les autorités du Mans, Monsieur le maire et aussi Monsieur le préfet de l'avoir organisé. Garder vivant le souvenir des soldats tombés au combat devrait toujours nous rappeler le caractère indispensable de notre amitié, mais aussi que la paix en Europe n'est pas une évidence et que nous devons toujours continuer à travailler dans le cadre de notre amitié franco-allemande. Je vous remercie. Monsieur le ministre, maire du Mans, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le ministre représentant de l'ambassadeur d'Allemagne en France, Monsieur le professeur, le colonel, Mesdames, Messieurs. Ce début d'année 2021 marque le 150e anniversaire de la bataille du Mans de 1871, souvent méconnu, parfois oublié. Ce moment de l'histoire sartoise a pourtant été une étape importante de la Grande Guerre franco-prussienne de 1870, celle qui mènera à la chute de l'Empire et à l'installation durable de la République dans notre pays. Cette défaite ayant conduit à la perte de l'Alsace-Moselle, seuls quelques souvenirs douloureux subsistent timidement dans notre mémoire collective. Cette commémoration est l'occasion pour chacun d'entre nous de rendre hommage au sacrifice des soldats de 1870 et de prendre conscience des héritages laissés par cette guerre. En outre, cet hommage à nos soldats tombés au front lors de la bataille de 1871 revêt une dimension franco-allemande qui a été soulignée et à laquelle je suis très sensible. Je remercie Monsieur le ministre maire du Mans pour l'organisation de cette cérémonie à laquelle je suis très honoré de participer. J'aborde cette commémoration sans une certaine émotion, car, ignorez sans doute, mais je suis natif de Châlons en Champagne. Elle sera, comme beaucoup de villes, Châlons-sur-Marne à l'époque, elle sera, comme beaucoup d'autres villes de l'Est de la France, sous le feu de la guerre franco-prussienne dès 1870. Cette commémoration me replonge aussi dans les souvenirs de mon premier poste de sous-préfet en Eure-et-Loire. Là encore, plus à l'ouest cette fois, un territoire témoin des combats de cette guerre, la bataille de Châteaudun, la bataille de Loigny, autant de noms qui résonnent dans nos mémoires, autant de noms qui nous rappellent qu'au fond, c'est une large part du territoire de la France qui a été touchée. Je n'ai peut-être qu'un seul regret, sans doute est-il le vôtre, Monsieur le ministre, celui de devoir honorer cette mémoire dans des conditions si particulières en raison de l'épidémie que nous connaissons. Je suis certain que la grande richesse des manifestations patriotiques et culturelles prévues auraient, dans une configuration plus souple, rassemblé un public large de Manceaux, de Sartois, et sans doute bien au-delà.
De la guerre de 1870, nos mémoires n'auront tenu pour l'essentiel que la lourde défaite subie par l'armée impériale de Napoléon III. De la tristement célèbre bataille de Sedan du 2 septembre 1870 à la perte de l'Alsace-Moselle actée par l'armistice du 28 janvier 1871. Cette guerre demeure, dans les mémoires des Français, synonyme de débâcle. Longtemps, il aurait été difficile de commémorer la guerre franco-prussienne, tout comme la bataille du Mans, moment douloureux de notre histoire nationale et de l'histoire sartoise. Une phrase de Léon Gobetta traduit bien le difficile travail de mémoire entourant cette guerre. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Pourtant, nous ne pouvons oublier le sacrifice des soldats de la guerre de 1870 et l'engagement qui a été le leur au moment de se battre pour la France. Nous avons aujourd'hui le devoir de rendre hommage à ce dévouement pour la patrie. Une défaite, aussi douloureuse soit-elle, ne doit jamais occulter les actes héroïques de ceux qui sont tombés au front. Nous ne pouvons pas non plus oublier le théâtre de guerre qu'a été la Sarthe. Jusqu'au bout, on se bat ici pour la libération de la capitale et de la France. Dès novembre 1870, le camp de Conly regroupe des dizaines de milliers d'hommes, bien souvent des combattants improvisés. Les affrontements ont été rudes et menés dans des conditions difficiles. Mal équipés, faisant face à de nombreuses maladies, vous l'avez souligné, professeur, les soldats n'ont jamais renoncé. Ils se sont battus jusqu'au bout. À Conly ou sur le plateau d'Aubourg, la Sarthe a été un haut lieu de mobilisation. Le 11 janvier 1871, cette fois, les combats font rage au Mans, menés par le général Alfred Chanzy. Les troupes de l'armée de la Loire se battent 2 jours durant. Vous l'avez rappelé. L'armée de la Loire est défaite, la ville est tombée, 30 000 hommes ont été tués, blessés ou faits prisonniers. C'était la sanglante bataille du Mans. N'oublions pas non plus la rupture historique qu'a constituée la guerre de 1870 pour notre pays. L'empreinte qu'elle a laissée dans notre histoire moderne est immense. Immense parce que l'ampleur de la débâcle de Sedan, imposée à l'empereur Napoléon III, entraîna la chute du Second Empire et le retour cette fois durable de la République. Née sur les ruines de l'Empire, la Troisième République a su poser les bases des valeurs sur lesquelles repose aujourd'hui notre République et notre démocratie. Permettez-moi de paraphraser Émile Zola qui voyait en la Troisième République cette nouvelle tige puissante surgissant dès lors que l'on a coupé la branche pourrie. La Troisième République, c'est d'abord l'école publique gratuite et obligatoire de Jules Ferry, celle qui, assurée par les hussards noirs, auxquels nous ne rendrons jamais suffisamment hommage pour leur engagement au nom de l'instruction, contribue à former la France de demain. C'est aussi le fondement de la laïcité avec la loi de 1905, à laquelle chaque Français est profondément attaché et à laquelle nous ne renoncerions pour rien au monde. C'est enfin le développement d'un sentiment national, d'une identité nationale française. Autant de valeurs auxquelles nous tenons et qui continuent de faire vivre notre République. Enfin, la trace laissée par la guerre de 1870 est immense, aussi parce que le traumatisme de la perte de l'Alsace-Moselle et la lourdeur des réparations exigées inaugurèrent un cycle destructeur de guerre, de revanchisme et de colonialisme qui allait durablement marquer le siècle à venir. 2 guerres mondiales seront à nouveau le théâtre d'affrontements entre la France et l'Allemagne, 2 nouvelles guerres sanglantes, dont celle de 39-45, qui sera la dernière d'un long moment historique d'affrontement entre nos 2 pays. La mémoire est l'avenir du passé, disait Paul Valéry. Plus que jamais, éclairés par l'histoire des morts tombés lors de cette guerre, nous prenons conscience de la fragilité de la paix. Et nous nous rappelons, comme vous, monsieur le ministre plénipotentiaire, qu'à 75 ans de guerre entre la France et l'Allemagne ont succédé 75 ans de paix. Qui semble loin les temps où de chaque côté du Rhin se faisaient face 2 peuples ennemis. Les atrocités de la guerre de 1870, puis celles des 2 guerres mondiales, ont profondément marqué notre histoire. C'est pourquoi chaque année nous les commémorons, pour ne jamais oublier. Elles auraient pu ancrer durablement un sentiment d'animosité et de rancœur entre nos 2 peuples. Mais malgré tout, nous sommes parvenus à dépasser les ressentiments laissés par ces guerres meurtrières. Nous sommes parvenus à dépasser le pire. Nous sommes parvenus à dépasser l'horreur. Conscients que l'unité nous renforcerait, nos pays ont su se retrouver autour de valeurs communes afin de garantir la paix. Plus ambitieux encore,
ils ont également su la répandre sur tout le continent où elle règne désormais. Nous vivons cette époque merveilleuse, où le temps des guerres et des affrontements en Europe semble révolu tant l'idéal européen, né autour de la paix entre la France et l'Allemagne, l'a emporté. Les affrontements meurtriers franco-allemands ont laissé place à une amitié sincère entre nos deux pays. Loin de la guerre de 1870 opposant nos peuples, nous nous battons aujourd'hui côte à côte face aux épreuves du XXIe siècle. La pandémie mondiale de la Covid-19 a été une occasion nouvelle et inédite de coopération franco-allemande. D'abord à travers les transferts et l'accueil de malades, l'Allemagne et la France ont montré que l'unité et l'entraide étaient des valeurs bien plus fortes que celles de la division et du chacun pour soi. C'est ainsi que le couple franco-allemand a une nouvelle fois été le moteur de l'Europe. En mobilisant autour de l'achat des vaccins l'ensemble des pays européens, nous avons su montrer l'image d'une Europe qui protège. Désormais, c'est ensemble que nous nous battons, l'Allemagne et la France, face à un virus meurtrier pour préserver la vie. La commémoration d'une défaite est toujours singulière et la commémoration du 150e anniversaire de la bataille du Mans l'est à ce titre. Seuls les événements les plus douloureux demeurent dans notre mémoire collective. Pour autant, rien ne doit occulter l'engagement de femmes et hommes qui, jusqu'au bout, se sont battus pour leur pays, pour leur nation, sans jamais avoir pensé au renoncement. Leur rendre hommage est aujourd'hui essentiel, tant les valeurs de l'engagement et du devoir restent nécessaires. La commémoration de cette guerre nous rappelle aussi que rien n'est insurmontable. Longtemps ennemis, connaissant des guerres sanglantes, l'Allemagne et la France ont désormais des relations apaisées et œuvrent ensemble pour la paix. Aujourd'hui, en ce jour de commémoration, nous ne pouvons oublier ni le sacrifice de nos soldats pour la France, ni l'importance de l'idée européenne de réconciliation et de paix qu'ont su insuffler nos deux pays. Parce que nous vivons en paix, souvenons-nous de notre histoire, de nos valeurs. Monsieur le ministre, représentant de l'ambassade d'Allemagne, j'ai été très heureux de votre présence. Elle est très importante, tant elle est la preuve de cette relation de confiance et d'amitié qu'entretiennent nos deux pays. Monsieur le ministre maire du Mans, je vous remercie une nouvelle fois pour cette belle initiative qui témoigne bien du sens de l'État qui est le vôtre. À travers cette cérémonie, vous avez le souci d'entretenir la mémoire de ce territoire et plus largement de rassembler autour de valeurs, celles de la France, que l'homme d'État que vous êtes a à cœur de faire vivre. Je vous remercie. Garde à vous.